la santé de nos enfants, psychologique, la santé des enfants qui sont en difficulté est en cause. Et quand des pédiatres vous recommandent d'ouvrir les écoles, bien, c'est une pression assez forte. Je le disais, c'est Pierre Fitzgibbon qui sera aux côtés du premier ministre pour expliquer son plan de déconfinement. Il avait été là aux premières loges aussi pour expliquer le gel, souvenez-vous. Il y a déjà, 6 semaines, Sébastien, le gel, la pause du Québec. Et là, on commence à annoncer le dégel partiel, mais qui sera, on l'a bien compris maintenant, qui sera lent. Et je pense que c'est le mot-clé, lent et graduel. Et prudent, probablement que M. Legault va rajouter ce mot-là aussi. Ce sera monitoré par la santé publique et tout ce que le gouvernement fera ou annoncera aujourd'hui a, en principe, la sanction, le feu vert de la santé publique et de Horacio Arruda. Puis c'est pas étonnant qu'on revienne sur les écoles aussi. Il y a eu des syndicats d'enseignants qui se sont manifestés assez fort. Donc, il y aura des questions dans ce sens-là. M. Trudeau, qui a été très prudent aussi tout à l'heure dans sa réaction, première réaction. On écoute le point de presse, on se retrouve tout de suite après. Quant à la COVID-19, Monsieur le Premier ministre du Québec, François Legault, est accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 83 nouveaux décès, un total de 1682. Donc, évidemment, mes pensées sont avec toutes ces personnes et puis toutes les familles et les proches de ces personnes qui sont décédées. On a maintenant 25 757 cas confirmés. C'est une augmentation de 775. On a 1625 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 84. Puis on a 217 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. Bon, j'ai demandé, comme je l'avais promis, le décompte de combien il y a de personnes hospitalisées qui ne devraient plus être hospitalisées. Il y en avait hier 94. Donc, ça veut dire qu'il y a 94 personnes qui n'ont plus besoin de soins à l'hôpital, mais qu'on a volontairement gardé à l'hôpital plutôt que de les retourner, par exemple, dans les CHSLD pour les raisons que vous connaissez. J'ai avec moi un graphique que j'ai demandé qu'on prépare sur les décès. Bon, vous savez, le docteur Arruda l'explique souvent. Il y a d'abord les cas, ensuite il y a les hospitalisations, les soins intensifs, les décès. Vous voyez qu'avec les hospitalisations, ça peut fluctuer à cause de la situation dans les CHSLD. Et les cas, bien aussi, ça dépend du nombre de tests. Là. Le nombre de tests qu'on est en train d'augmenter. Donc, l'élément qui est le plus sécuritaire, surtout qu'on l'analyse très bien, mais malheureusement, ce sont les décès. Donc, j'ai demandé qu'on divise les décès pour chacune des journées depuis le début entre les personnes qui viennent des résidences où il y a des soins de longue durée qui sont donnés et le reste de la population. Là, vous voyez sur le graphique, donc en haut, en bleu, on a les décès à chaque jour. Là, on a fait une moyenne de 3 jours à chaque jour. Donc, à chaque 3 jours, on enlève la première journée. Donc, ça permet d'avoir un meilleur portrait et d'enlever les biais là, qui sont, selon les moments où c'est rapporté, parfois, qui ne sont pas nécessairement les derniers 24 heures. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a, on le dit souvent, là, 2 mondes. En haut, en bleu, on a les décès de personnes qui recevaient des soins de longue durée, par exemple, dans les CHSLD. Puis en bas, en vert, on a les autres personnes, donc les personnes qui sont à leur domicile, qui ne sont pas dans des résidences comme des CHSLD. Ce qu'on voit, c'est d'abord que sur la courbe en vert, donc qui exclut les CHSLD, bien, c'est relativement faible. C'est depuis 14 jours, donc depuis 2 semaines, le nombre est très stable. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation. On se maintient autour de 8, 9, 10 décès par jour. Donc, c'est un peu ce plateau-là qui est depuis 2 semaines
qui nous permet de dire, bien, la situation est sous contrôle, sauf dans les CHSLD, mais il faut y aller graduellement pour éviter ce qu'on veut toujours faire attention, là, qu'il y ait une explosion de la courbe. Donc, je reviens sur l'annonce du jour. Hier, on vous a annoncé qu'on va ouvrir graduellement les écoles primaires et les services de garderie, mais qu'on va laisser les écoles secondaires fermées jusqu'au 1er septembre. Aujourd'hui, on vous annonce que certaines entreprises vont être réouvertes au cours du mois de mai, donc graduellement au cours des prochaines semaines. Je vais laisser Pierre vous donner le détail, mais je veux vous dire, ce travail-là, d'abord, a été fait. C'était un travail, là, puis je les remercie. Il y a 4 groupes qui ont travaillé ensemble. Il y a l'équipe du ministre de l'Économie, il y a l'équipe de la Santé publique, il y a l'équipe de Jean Boulet, le ministre de l'Emploi, et les gens de la Commission de santé et sécurité au travail pour s'assurer que toutes les mesures qui devaient être prises vont se retrouver dans des guides là, qui vont être présentés par Pierre puis par Jean Boulet. Donc, c'est important de le dire, là, ce qu'on vous présente, c'est les résultats d'une concertation entre ces 4 groupes. Donc, il y a au cours du mois de mai 3 grands types d'entreprises qu'on va réouvrir. D'abord, les magasins qui ne sont pas dans les centres d'achat ou qui sont dans un centre d'achat, mais avec une porte qui donne à l'extérieur. Donc, on ne veut pas, à court terme, réouvrir les centres d'achat, d'avoir un risque d'avoir des rassemblements dans les centres d'achat. Deuxième secteur, c'est toute la construction en génie civil, donc les travaux routiers, les chantiers pour les infrastructures. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Puis le troisième groupe, bien, ce sont les entreprises manufacturières, donc les usines. Ce sont les 3 groupes qu'on va réouvrir graduellement dans les prochaines semaines au cours du mois de mai. Puis l'idée, c'est justement de réouvrir graduellement, puis de faire le suivi, de voir est-ce qu'il y a un impact sur la contagion, est-ce qu'il y a un impact sur la situation dans nos hôpitaux. Donc, pardon, c'est important là, qu'on garde le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre seulement une partie des entreprises, puis qu'on va le faire graduellement au cours des différentes semaines du mois de mai. Je veux revenir sur les consignes, là, parce que y a certaines personnes qui peuvent penser, parce qu'on réouvre certaines écoles ou qu'on réouvre certaines entreprises, que tout est permis. Non. Il faut, entre autres, s'habituer, puis s'habituer pour longtemps, entre autres, à garder le 2 mètres, là, le 6 pieds de distance avec les autres personnes et de ne pas avoir de rassemblement. Là. Donc, on ne veut pas là, que des groupes de personnes à l'extérieur ou à l'intérieur se retrouvent ensemble. Puis, bon, je sais que ça peut venir un peu tannant de toujours parler des personnes plus âgées et tout est relatif, là. Puis on parle maintenant des personnes qui ont 60 ans et plus, donc ça m'inclut. Moi, j'ai 62 ans, donc j'aime pas plus ça que les autres personnes qui ont 60 ans et plus. Mais il reste que, comme on dit, les faits sont têtus, les chiffres sont têtus. 97% des décès qu'on a eus au Québec depuis le début sont des personnes de 60 ans et plus. Les plus jeunes, bien, c'est souvent des gens qui avaient des maladies chroniques, donc qui étaient plus vulnérables. Donc, les personnes qui sont vulnérables, puis en particulier toutes les personnes qui ont 60 ans et plus, c'est très important de maintenir la distance de 2 mètres avec toutes les autres personnes quand vous êtes chez vous ou à l'extérieur. D'ailleurs, je devrais dire, parce que nous, les personnes de 60 ans, on a appris ça en pied, donc c'est 6 pieds. Donc, il faut rester toujours à 6 pieds des autres personnes, toujours à 6 pieds, même de vos enfants. Il faut rester à 6 pieds. Il faut faire comme, dans le fond, si toutes les personnes que vous rencontrez auraient le virus. Donc, agissez de façon prudente. Comme ça, on va pouvoir retrouver graduellement une vie normale.
Je veux terminer avec mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont pour les entrepreneurs du Québec. Les gens qui me connaissent savent que j'aime les entrepreneurs. Ce sont des gens créatifs, qui prennent des risques, qui sont devant la parade. Je sais que c'était des semaines épouvantables. C'était l'enfer financièrement. Puis je sais aussi que c'est pas demain matin que vous allez retrouver tous vos clients. Donc, je peux comprendre là, que ça doit être très stressant. Il y a des entrepreneurs qui ont bâti une entreprise toute leur vie, puis que là, ils se retrouvent devant une entreprise qui financièrement est en grosse difficulté. C'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. C'est vraiment ce qui nous est tombé sur la tête avec la COVID-19. Donc, je veux vous dire, Pierre, puis les gens de l'économie sont là pour vous aider. Donc, que ce soit Investissement Québec ou que ce soit aussi votre banque ou votre caisse, il y a des liens entre les banques, les caisses et Investissement Québec et le ministère de l'Économie. On a besoin de nos entrepreneurs. Donc, on va tout faire pour vous aider financièrement à passer au travers, là. C'est à l'avantage de toute la société de le faire, là. Donc, il y a des programmes qui ont déjà été annoncés. On va continuer d'annoncer des programmes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que notre société a besoin de ces entrepreneurs. Donc, je veux dire, en terminant aux entrepreneurs, courage, ensemble, on va passer au travers. Merci. Merci. Maintenant, en anglais. Few words in English. Quelques mots en anglais. Bon après-midi. Aujourd'hui, nous annonçons notre plan de réouverture de l'économie, la réouverture graduelle. C'est le produit d'une collaboration entre le ministère de l'Économie, le ministère du Travail, la CNSST et les autorités de santé publique. Le défi est de graduellement redémarrer l'économie sans redémarrer la pandémie. La réouverture se fera sur quelques semaines. Nous annonçons seulement la première partie aujourd'hui. Nous allons commencer par des magasins ayant pignon sur rue. Nous allons aussi commencer à réouvrir le secteur de la construction d'infrastructures et ensuite le secteur manufacturier. Plus tard, nous annoncerons un plan pour la réouverture d'autres types d'entreprises. L'idée ici, c'est de retourner les travailleurs au travail et d'analyser l'effet sur la contagion. Mais une chose est claire, si on veut que notre plan fonctionne, on doit maintenir nos efforts de distanciation physique et on doit continuer à protéger les plus vulnérables. Je compte sur vous tous. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Merci, M. Legault, Dr. Arruda. Bonjour tout le monde. On évalue qu'il y a présentement à peu près 1,2 million de Québécois qui sont en arrêt de travail temporaire en raison des mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation du coronavirus. Mettre le Québec en pause n'a pas été une décision facile à prendre. La situation, par contre, se stabilise dans la très grande majorité des régions du Québec et on a obtenu l'autorisation de santé publique pour annoncer graduellement et de façon sécuritaire la réouverture de notre économie. Je tiens à préciser que la Direction Santé publique ainsi que la CNESST ont élaboré des règles très claires que toutes les entreprises autorisées à rouvrir devront respecter en tout point. Des guides à propos des règles en vigueur sont d'ailleurs disponibles sur le site web du CNESST, déjà pour la construction CELA, et plus tard aujourd'hui pour les commerces et les entreprises manufacturières. Comme le dit le Premier ministre, notre plan de réouverture sera progressif et se fera en plusieurs phases. On n'hésitera pas à revenir en arrière si jamais il y avait une nouvelle éclosion du virus, quoique évidemment pas désirable. Pour limiter les risques, on priorise d'abord les réouvertures de 3 secteurs d'activité qui ont un impact important sur l'économie. La construction, le commerce de détail et le manufacturier. Des communiqués de presse ont été émis dans les prochaines minutes sur ces réouvertures. Premièrement, pour le commerce de détail, partout au Québec,
sauf dans la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, les commerces de détail qui ont une entrée directe à l'extérieur pourront rouvrir à compter de lundi, le 4 mai. Pour la CMM, ce sera une semaine plus tard, soit le 11 mai. Par contre, les centres commerciaux, avec des aires communes, devront demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne les entreprises de la chaîne d'approvisionnement des commerces de détail, ce qu'on appelle le commerce en gros, elles pourront reprendre leur activité aux mêmes dates, soit le 4 ou le 11 mai. La réouverture des commerces et de leurs chaînes d'approvisionnement respectives permettra à 196 000 Québécois de reprendre leur travail. Toutes les entreprises devront évidemment avoir mis en place des mesures de protection nécessaires pour leurs employés et leurs clients. Deuxièmement, pour le secteur manufacturier, la réouverture se fera en 2 temps, afin de faciliter le respect des règles sanitaires. Le lundi 11 mai, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec, incluant Montréal et la CMM, pourront reprendre leurs activités. Il y aura toutefois une restriction quant au nombre d'employés qui peuvent travailler en même temps. Pour chaque quart de travail, le fonctionnement des entreprises pourra être assuré par un maximum de 50 travailleurs plus 50 des employés excédant de 50 travailleurs par quart de travail, et ce, à tout moment de la journée. Je donne 2 exemples. Un site manufacturier qui emploie 50 personnes ou moins lors d'un même quart de travail peut fonctionner à pleine capacité. Alors qu'un site manufacturier qui emploie 500 personnes lors d'un même quart de travail peut fonctionner avec un maximum de 275 personnes, soit 50 plus la moitié de l'excédent, 225. La raison est simple. On veut faciliter la distanciation physique entre les employés. Dans un deuxième temps, si tout se passe bien, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec pourront reprendre leurs activités sans restriction sur le nombre d'employés à partir de lundi le 25 mai, soit 2 semaines plus tard. C'est plus de 176 000 Québécois qui reprendront l'action avec la reprise du secteur manufacturier. Par ailleurs, tous les employés des entreprises manufacturières, de commerce et en fait de tous les secteurs qui sont en mesure de faire du télétravail devront continuer à le faire. Ceci permet d'une part de minimiser la propagation du virus et d'autre part s'insère très bien dans un contexte d'initiative de respect des enjeux de changement climatique. Le monde dans lequel nous vivons va certainement changer, qu'on pense à l'évolution du commerce électronique ainsi que nos déplacements futurs. Dernièrement, pour la construction, mon collègue ministre du Travail, M. Jean Boulet, via un communiqué, confirme la réouverture complète de l'industrie de la construction à compter du 11 mai 2020. Cette décision, appuyée par les autorités de santé publique, est aussi sujette à changement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire au Québec. Cette réouverture permettra le retour au travail de près de 85 000 travailleurs. Les chantiers reprendront donc dans l'ensemble des secteurs de l'industrie de la construction, ce qui entraînera du même coup, la réouverture complète des chaînes d'approvisionnement de l'industrie composées de nombreuses PME. Avant de finir, je vais aussi ajouter qu'on prolonge jusqu'au 31 mai la fermeture les dimanches de tous les commerces de détail, sauf les pharmacies, les stations-service, les dépanneurs, ainsi que les restaurants et les épiceries avec certaines restrictions et permissions. En ouvrant de façon progressive notre économie et nos entreprises, la santé publique pourra mesurer l'évolution du virus au Québec. On est confiant que l'ouverture graduelle pourra se poursuivre, mais on s'ajustera si nécessaire. Merci. Merci à vous deux. Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Belrose du Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Une question pour M. Legault et Arruda. Après l'OMS et le gouvernement fédéral en fin de semaine, on a vu que l'Institut national de la santé publique rejette la stratégie d'immunité collective. Est-ce que vous appuyez toujours cette stratégie et sur quelle base scientifique vous appuyez-vous? Bien, je peux peut-être commencer en disant qu'on n'appuie pas cette base-là. On dit que c'est une possibilité, mais on n'a pas de preuve que ça fonctionne.
Donc, comme je l'ai expliqué hier pour la réouverture des écoles, les critères qu'on a suivis pour réouvrir les écoles n'incluaient pas l'immunité collective. Donc, je ne vois pas une grande différence entre ce qu'on dit et ce que dit l'Institut. Oui, effectivement, si vous me permettez, le ministre a été bien clair sur les 5 raisons qui faisaient qu'on allait ouvrir le milieu scolaire. Il n'y a pas que les maladies infectieuses, il y a aussi tous les problèmes sociaux qui sont entraînés. J'ai été questionné, je voudrais vous dire que des fois, il y a une interprétation dans les propos où on oppose notamment notre position à celle de l'OMS ou du Canada. On est exactement sur la même longueur d'onde, si vous me permettez, là, dans les faits. Les gens ont dit d'être prudents, c'est ce qu'on fait. Le ministre de l'Économie lui-même dit que ça va être surveillé de façon très près. C'est un plan. Nous annonçons des dates pour que les gens puissent commencer à se préparer. Mais on va évaluer la situation de façon importante. On va appliquer les mêmes critères qui sont recommandés par l'OMS en termes de faisabilité, en termes de capacité hospitalière, en termes de tests, etc. Donc, tout ça, là, je voulais juste vous dire, dans le fond, et quand l'Institut nous dit que la question de l'immunité collective n'est pas un élément, tout le monde aurait rêvé d'un virus qui donnerait une immunité collective parce qu'on n'a pas de vaccin. Puis là, on n'a pas de vaccin pour un bon bout, on n'a pas de traitement non plus, puis on sait qu'on ne pourra pas rester confiné. Puis un dernier message que je veux répéter. Il faut voir le développement de notre économie actuellement, les ouvertures comme des travailleurs essentiels qui réouvrent actuellement. Il ne faut pas voir comme étant un message à tout le monde, ça y est, eux autres, ils sortent, moi, je peux sortir. Parce que le succès de l'opération va être dépendant que la transmission ne soit pas faite. Et on va réouvrir, les gens vont réouvrir. C'est plus les mêmes usines, ça ne sera plus les mêmes lieux, ça ne sera plus les mêmes magasins qui vont réouvrir comme ils étaient avant. Ils vont mettre de la distanciation. Il y a des gens qui ne respecteront pas ça, vont avoir des amendes prévues par la SNES, mais je demande à la population de collaborer et de prendre prudence pour pas que dans la communauté, on flambe, non pas à cause de la réouverture, mais parce que les gens se sont rassemblés, se sont mis à faire des parties, puis ont exposé aussi nos plus aînés, qui, pour nous, sont importants. Si on fait ça, c'est pas pour le plaisir des enfermés, c'est pas pour les plaisirs des chaperonnés, c'est pas pour se venger de ce qu'ils ont fait quand on était petits, c'est pas ça du tout. C'est qu'on sait que c'est ces gens-là qui pourraient se retrouver dans les soins intensifs et qui pourraient mourir malheureusement, parce que la circulation va augmenter dans la population, c'est sûr, avec plus de gens qui sont en contact, etc. Donc ça, c'est important, et je voulais clarifier ces éléments-là, parce que souvent, on nous met en opposition en termes d'interprétation. Puis quand j'ai parlé d'immunité collective, c'est quand j'ai eu une question de votre part me demandant quel était le niveau d'immunité collective qu'on aimerait avoir si on voulait qu'on ait une immunité de masse. C'était ça, en théorie. C'est malheureux. Ce virus-là est un traître, si je peux dire. Il s'infiltre en nous. On apprend encore à chaque jour, puis on n'a pas fini, mais on ne peut pas non plus rester enfermé dans nos cabanes à tout jamais. En sous-question? Oui. Monsieur Legault, pourquoi pas permettre les petits rassemblements dans les résidences privées, là, les soupers de couple en amis, les enfants qui jouent ensemble avec les enfants du voisin, par exemple, sur le terrain? Et est-ce que ces personnes-là vont recevoir une amende si jamais on se retrouve à 4 ou à 6 dans une résidence ou sur la terrasse, par exemple? Bien, il n'y a rien de changé pour ce qui est des rassemblements. Comme le dit le docteur Arruda, les entreprises, bien, à un moment donné, on ne peut pas les fermer pour toujours. On a besoin d'avoir des revenus pour être capable de se payer des services. Donc, pour ça qu'on y va graduellement. Mais faire des parties de famille, on peut s'en passer pendant un certain temps. Je comprends que c'est pas bon pour la santé mentale puis que les gens ont hâte de se retrouver. Mais, les personnes doivent rester à 2 mètres. Puis idéalement, pas être trop longtemps dans la même pièce, même s'ils sont à 2 mètres. Donc, si on veut sauver, si on veut être capable d'épargner les personnes vulnérables, bien, il faut maintenir ces consignes-là. Si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, il faut comprendre que le principal driver de l'épidémie n'est pas nécessairement les contacts qu'on va faire en société où on va se croiser. Puis on fait très attention, puis on sait qu'il y a des asymptomatiques. Mais ça a été, comme en Chine, les contacts familiaux à l'intérieur. C'est toujours plus un risque plus grand de transmission, etc. Et c'est pour ça qu'on veut le faire. C'est clair qu'avec l'évolution de la situation, on verra quand est-ce qu'on pourra permettre, je dirais, un rassemblement progressif, hein, c'est le terme du jour, progressif, en fonction de l'épidémiologie, qui va être peut-être différente d'un territoire à l'autre, mais il est encore trop tôt, à mon sens, pour le faire. Maintenant, au tour de Tommy Chouinard, La Presse.
Bonjour. D'abord, Monsieur le Premier ministre, votre homologue de l'Ontario vient juste de déclarer qu'il était hors de question pour lui de suivre l'exemple du Québec au sujet de la réouverture des écoles. Il a déclaré « Nous ne voulons pas mettre nos enfants en danger ». Craignez-vous de sous-estimer le risque que cela pose pour les enfants de retourner à l'école? Non. Moi, je trouve que si on parle, par exemple, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est une question de balance d'inconvénients, beaucoup plus de risques de les priver d'école pendant 6 mois que le risque qu'on leur fait courir de conséquences graves de retourner à l'école. Donc, c'est une question là, d'évaluation de risque. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de 100% sûr dans la vie, mais nous, on calcule avec la santé publique que c'est mieux pour les enfants de retourner à l'école. Puis, si vous permettez, M. le Premier ministre, dans The Connection d'Australie, un papier journal, pour un peu dire à vos médias, mais quand même, on fait état notamment des plus récentes données en lien avec la transmission chez l'enfant. L'enfant est rarement malade de façon significative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cas possible dans la nature, mais ils sont peu malades. Contrairement à ce qu'on pensait par rapport à l'influenza, qui deviennent des très grands transmetteurs de la maladie dans la population, ça ne semble pas être nécessairement le cas. Il y a quand même toujours de la prudence à faire. C'est pour ça qu'on ne les remet pas tout le monde ensemble, collés les uns sur les autres, et qu'on veut de la distanciation. Mais je ne pense pas qu'on fasse vivre à nos enfants un risque important en lien avec le COVID-19. Plutôt, au contraire, on va permettre à certains enfants plus vulnérables d'avoir accès à de la nourriture, à de la pédagogie importante pour pas que des retards éducationnels se fassent plus tard, puis qu'on ait toute une série de jeunes décrocheurs parce qu'ils vont avoir de la difficulté à aller au secondaire éventuellement. Mon autre question s'adresse à vous, Dr Arruda. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui comprennent mal l'avis de la santé publique autour de ce plan de déconfinement. Pour bien comprendre, là, sur une échelle de 1 à 10, où se situe le risque que ce plan de déconfinement se traduise par une recrudescence de la transmission chez les adultes et d'une hausse des hospitalisations? C'est clair, si vous me permettez, là, qu'il va y avoir une augmentation de transmission là, dans la communauté dès qu'on rouvre un peu et qu'il pourrait y avoir même des personnes qui décéderaient. Bon, est-ce qu'ils vont décéder? Mais la réouverture progressive veut minimiser cet élément-là. Il n'y a personne qui va vous dire qu'il n'y aura aucun cas de transmission. On sait qu'il va en avoir un, mais c'est pas non plus en enfermant les gens tout azimut que les gens aussi pourraient se révolter et se mettre à faire des rassemblements chez eux, etc., en cachette, où il va y avoir des cas. C'est ce qu'on appelle un risque pondéré, puis un risque qui va être suivi régulièrement. Je vais vous dire, on va avoir une capacité de surveiller les choses, puis je le dis, le premier ministre le sait, M. Fitzgibbon le sait, il l'a dit lui-même, on reculera si on pense qu'on est en train d'aller trop rapidement. Et on reculera, puis je vais vous dire aussi, et si la population ne suit pas les consignes comme telles, je ne serais pas gêné de recommander le confinement de façon importante pour ne pas nous retrouver dans une situation où on aura à choisir entre M. Y et M. X ou Mme Y et Mme X pour les soins intensifs. Sur l'échelle, écoutez, comme je vous dis là, je ne suis pas qu'il va y avoir des cas, etc., je peux vous dire que c'est 100%. Parce que ces cas-là vont être incontrôlables dans le sens, la réponse est non. Et n'oubliez pas qu'on fait une stratégie, on ne demande pas aux gens qui sont à risque de se déconfiner ou d'aller travailler. Nous prenons les personnes qui vont peut-être l'attraper, mais qui vont avoir le moins d'impact sur leur vie comme telle. Certains vont faire la maladie de façon asymptomatique. Certains pourront avoir besoin d'être hospitalisés. J'espère pas trop de gens qui vont mourir. OK? Parce que je vais être au clair, il ne faut pas penser que le virus, là, il est ici, puis il est ici pour longtemps. Fait qu'on peut décider de reporter tout ça en septembre avec la saison de la grippe, ce qui, à mon avis, ne sera pas nécessairement les éléments. Et puis, je pense que chaque gouvernement regarde son épidémiologie locale. Hein? Nous, on déconfine dans les régions, ce qu'on appelle plus froides par rapport aux chaudes. Et c'est très bien dit par toutes les recommandations internationales qu'il faut regarder l'épidémiologie la plus locale possible pour être capable de prendre des décisions. Fait que je pense qu'au Québec, on est en mesure de le faire. On sait, c'est un pari risqué. Le virus, là, on ne peut pas l'éliminer. Il va circuler. Là, la question, c'est comment on balance tout ça, à mon avis. Puis je tiens à dire que l'économie, l'argent, la santé mentale, tout ce qu'on appelle est dans une société, il n'y a pas que les maladies infectieuses, ce sont des déterminants de la santé.
Je veux dire, moi, je vais éviter des suicides chez des propriétaires de PME, des divorces parce que ça va mal et de la violence faite aux enfants. Ça fait partie aussi des enjeux de santé qu'il faut être capable de mesurer. Merci. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Fitzgibbon, Dr. Arruda. Vous en êtes où dans votre réflexion sur... Parce que là, juste mettre la table, et on comprend qu'il n'y aura pas de voyage au cours de l'année, au cours de l'été, etc. Il va faire beau, il y a des gens qui vont être en vacances. Vous en êtes où dans vos pronostics d'ouverture, par exemple, des régions, en fait, des campings, des parcs, le plein air, l'industrie de la pêche, la restauration, toute l'industrie touristique, finalement, là. Est-ce qu'on va en avoir une industrie touristique cet été? Vous voyez ça quand, l'ouverture de cette industrie-là? On ne sait pas encore. On continue à évaluer la situation. On commence par ce qu'on vous annonce aujourd'hui, mais pour le reste, là, on n'a pas choisi de réouvrir les restaurants, les campings. Donc, attendez une minute. Les campings, oui. Les campings, dans certains cas, ça peut être réouvert. Les gens qui vivent en Floride l'hiver, qui vivent sur un camping, en autant que certaines consignes soient respectées. Mais de façon générale, quand il y a des rassemblements, que ce soit dans un restaurant, que ce soit un spectacle, on n'est pas rendu là. Pour l'instant, on pense que c'est pas une bonne idée de réouvrir ça dans un avenir prévisible. Mais une précision sur les campings, c'est juste pour les gens qui reviennent de la Floride ou c'est l'ensemble des campings? Il faudrait que je vérifie, là, mais s'il y a des critères qui sont suivis, des consignes, là, les gens, il y en a qui habitent dans une roulotte comme ils habitent dans une maison. Donc, il faut être prudent, autant qu'on maintient le 2 mètres. Je pense que c'est correct. Mon autre question, ça touche les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui disent qu'avec la règle, par exemple, les gens qui sont en résidence pour personnes âgées autonomes ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas sortir de leur résidence, à part peut-être aller faire un petit tour dans la cour, là, etc. Et il y a d'autres personnes qui me disent, bien, nous autres, on peut sortir parce qu'on a notre maison, donc on peut aller prendre une marche, on peut avoir une certaine liberté de mouvement, alors que ce n'est pas le cas pour les personnes qui vivent en résidence pour personnes âgées. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de discrimination qui est faite où on ne crée pas 2 classes de personnes âgées? Bien, je pense que c'est une question de gros bon sens, là. On sait que dans nos CHSLD puis certaines RPA, résidences personnes aînées, il y a de la contagion. Et il y a une situation aussi qui a été très difficile, là. Il y a beaucoup de personnes qui ont été contaminées. On veut éviter que les gens continuent d'augmenter le nombre de personnes infectées, soit dans les résidences qui sont déjà infectées, soit dans les résidences qui n'ont pas été infectées, qui sont quand même la majorité des résidences. Donc, il faut comprendre que le risque est plus grand dans une résidence qu'une personne qui est seule dans sa maison, là. Donc, c'est pour ça qu'on est très prudent de ne pas aller prendre le risque que des personnes se promènent, respectent pas la distance de 2 mètres, puis ramènent ça à la résidence, puis contaminent des dizaines d'autres résidents. Donc, c'est une question de gros bon sens, là. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour, j'ai une question d'abord pour le Dr Arruda. Merci d'avoir fourni les données concernant les décès dans les CHSLD hier et ainsi que la courbe d'aujourd'hui. Cependant, on constate qu'il y a comme eu 2 pics. Est-ce que là, on a atteint le pic maximal ou est-ce qu'on prévoit qu'il y en a d'autres qui sont à venir? Parce que la courbe est assurée, comme on le voit. Écoutez, tout ça va dépendre de l'évolution et de comment les gens vont se comporter, là, si vous me permettez. Je pense qu'on a vu effectivement un premier pic qui pouvait correspondre. Puis là, c'est des hypothèses. Il faudrait que je fasse des analyses très fines sur toutes les causes de chacun des cas qu'on a eus. C'est probablement ce qui est arrivé avec les voyages au tout début, là. Vous savez, les voyages, les gens qui sont venus de l'extérieur, etc. Après ça, c'est superposé le drame des CHSLD. À mon avis, on voit bien l'augmentation très significative. Ce qu'on veut éviter, justement, c'est des gros pics. Ce qu'on veut éviter, là, c'est une courbe qui commence à faire ça. Comprenez-vous? On veut que la courbe elle va augmenter, là, c'est sûr, on va à la circulation. Mais ce qu'on veut, c'est maintenir la courbe aplatie à un assez bas niveau pour ne pas surcharger notre système de soins, mais éviter une amplification. D'où l'importance que chacun fasse ce qu'il a à faire pour éviter la somme des petites épidémies peuvent devenir des grandes épidémies.
Et c'est clair que si jamais dans une entreprise manufacturière ou autre, il y a une épidémie, on va intervenir, on va contenir, on va peut-être cesser les opérations, s'assurer que les familles de ces personnes ne sont pas malades. Tout ça va être maintenu justement pour éviter que la courbe remonte de façon significative. Et puis, on va, bien entendu, tester la population pour voir comment le virus se propage, probablement même à des personnes qui sont asymptomatiques. Il va y avoir des échantillonnages qui vont être faits. Je veux juste être bien clair aussi, M. Bergeron. Oui. L'idée du graphique, c'était surtout de regarder la situation ailleurs que dans les CHSLD. Donc, moi, je ne tire pas de conclusion sur la situation dans les CHSLD. Pour ça, d'ailleurs, qu'on ne modifie pas les consignes dans les CHSLD. C'est pour ça qu'entre autres, on ne veut pas que les gens continuent de sortir. Le but, c'était de dire, dans le reste de la société, ça fait 14 jours qu'il y a un plateau, qu'on n'a pas eu d'augmentation du nombre de décès. Donc, dans le reste de la société, on peut graduellement réouvrir les écoles, les entreprises. Mais les CHSLD, je pense pas qu'on est en mesure là, de dire on a atteint le pic. On sait qu'il y a encore beaucoup de personnes infectées dans les CHSLD. Maintenant, sous question, vous l'avez évoqué hier, vous aviez déjà dit que vous pourriez aller jusqu'à fermer une entreprise qui ne respecte pas les consignes de distanciation. Là, on a appris qu'il y a un guide qui est mis en place. Mais quel sera le régime de sanctions qui va être prévu? Ce régime, je ne connais pas le détail, c'est sous la gouverne de la SNEST, la Commission nationale de l'équité et de santé et sécurité du travail. Excusez-moi, j'étais un vieux, on appelait ça la CSST avant la fusion. Je suis désolé, ça démontre mon âge. Mais je pense que ça va être associé au gradient de faute comme tel. Puis je pense qu'il faut aussi que vous compreniez que là-dedans, il y a à la fois l'employeur qui a des obligations, mais il y a aussi les employés là, qui doivent aussi s'assurer de la sécurité de les personnes avec qui ils travaillent. Par exemple, s'ils ont, dans le cadre de leur travail, besoin de se rapprocher à moins de 2 mètres, on leur recommande de porter un masque. Et donc, quelque part, c'est un travail collectif. Ces choses-là ont été faites de façon paritaire, notamment avec les syndicats et avec le patronat. Puis, je pense, honnêtement, que il y a toujours des exceptions. Hein. Il y a toujours dans la société des exceptions. Mais je pense que les entrepreneurs sont très conscients de ça. Il va y avoir des gens qui vont faire beaucoup plus de télétravail. Je pense qu'on va avoir une nouvelle façon de travailler. Et je pense que le monde ne sera plus jamais pareil comme tel. Espérons qu'on ne sera pas enfermé à la maison comme ça pendant une éternité. Mais on va avoir appris beaucoup de choses. Notamment, le télétravail va avoir un effet sur le transport, etc., etc. Fait que je pense que les gens ont avantage à le faire de façon adéquate. Autant les grosses entreprises qui ont des moyens, mais aussi les petites. Par exemple, c'est pas le temps, dans un magasin de beaux vêtements, belles robes d'été avec des belles fleurs puis des beaux souliers, d'être 40 dans un petit espace. J'espère que les gens vont comprendre et que la population aussi va exiger que les choses se fassent adéquatement. Merci. Maintenant, au tour d'Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, Monsieur Legault. On arrive au déconfinement. À combien vous chiffrez jusqu'ici les dépenses de l'État? Évidemment, je comprends que c'est très large, puis c'est surtout M. Girard qui tient le livre de compte, mais on évalue qu'on est rendu à combien, là, vous? Écoutez, on est trop à ce moment-ci avec des estimés pour commencer à publier. J'ai eu une rencontre hier après-midi avec M. Girard pour en discuter, pour voir l'évolution de la situation. On est en train d'y travailler pour être capable de vous répondre d'ici quelques mois à cette question-là. Mon autre question, c'était où est-ce que vous en est rendu votre réflexion, peut-être avec la santé publique, maintenant qu'on est rendu au déconfinement, sur le traçage par rapport au téléphone cellulaire, suivre les gens qui sont malades, savoir s'ils contreviennent ou pas au conseil? OK. D'abord, moi, je vais être très clair, là, il y aura protection des données personnelles. Si jamais on utilisait ces données, ça serait avec l'accord des personnes concernées. Donc, ça serait pour leur bien, avec leur accord. Mais on n'est pas encore rendu à l'étape de dire si on va ou non utiliser ces moyens-là. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, M. le ministre, Dr Arruda. Ma question est pour vous, Dr Arruda. On comprend que vous êtes pleinement en accord avec la décision d'ouvrir les entreprises et les écoles,
mais quel est pour vous le point de rupture où il faudra reculer? Le point, je suis en accord parce que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres raisons que seulement la maladie infectieuse. Puis on pense que les personnes à qui on demande d'aller travailler sont des gens à moins haut risque que d'autres. OK? Le point de rupture, il va venir quand on va être en train de d'avoir une transmission communautaire tellement élevée qu'on va avoir des hospitalisations qui vont monter de façon importante. Ça va être le rythme des hospitalisations, le rythme d'augmentation des cas, OK? La proportion des cas qui sont symptomatiques versus non symptomatiques. Ça va être de vérifier quels sont les taux d'hospitalisation, les taux d'utilisation des soins intensifs et la perte de contrôle, je vous dirais, des éclosions qui vont arriver dans les différents milieux de travail. Il va y en avoir des éclosions, il va y en avoir des augmentations de cas, mais comme je vous le dis, tant qu'on est dans une courbe aplatie, puis qu'on est en contrôle, puis qu'on est capable de mesurer aussi l'effet du déconfinement en termes de proportion de gens qui sont positifs dans la population, ce sont tous des indicateurs que nous allons utiliser. Puis ça va se faire au jour le jour. On a aussi des scénarios qui sont... ça a été publié à l'Institut, là, un modèle de M. Brisson qui va être mis à jour régulièrement. Ça ne se fait pas en une journée. Ça prend des ordinateurs qui travaillent pendant 24 heures au Canada, des super ordinateurs qu'on va dire, mais on va suivre tout ça, puis on va prendre la décision de façon éclairée. Puis c'est clair qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de faire une recommandation de reculer à un certain endroit si nécessaire. Mais j'espère sincèrement qu'on va être en mesure de le faire adéquatement. Puis il y a aussi des possibilités qui sont celles d'étaler. Hein? Certaines annonces pour des périodes qu'on dit ça devrait être le 19 mai, peut-être que ça ne sera pas le 19 mai, peut-être que ça va être une semaine plus tard, tout dépendamment des indices qu'on va avoir, puis qu'on respecte les critères de baisse. Ma question est pour le ministre de l'Économie. Quels sont parce qu'on sait là, actuellement qu'il y a 300 inspecteurs pour surveiller, entre autres, les chantiers de construction résidentiels, commerciaux, routiers. Mais quelles sont les mesures que vous allez avoir pour surveiller ce qui se passe dans les entreprises? Écoutez, premièrement, on a travaillé très fort avec le CNESST. Les guides qui ont été mis en place avec Santé publique et le groupe de travail avec M. Boulay est très ferme. Les entreprises vont recevoir le guide. Certaines l'ont même vu à l'avance. On a consulté beaucoup d'entreprises. Il y a 15 associations avec qui j'ai travaillé depuis 3 semaines. Ils s'attendent à ça. Ils réalisent. Il y a un niveau de devoir civique en place et plusieurs sont déjà prêtes. Alors moi, je pense qu'on a un secteur manufacturier qui est prêt et leur standard propre est déjà élevé. Plusieurs entreprises ont des filiales à l'extérieur du Québec ou des compagnies mères. Je pense au domaine aérospatial et je pense qu'il y a des standards, en fait, qui sont très, très élevés. Alors moi, je suis très confortable que le respect va être là, mais on va évidemment suivre ça de très près parce que, ultimement, il faut que les employés soient à l'aise à y travailler. C'est ça qui est le plus important. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Toujours concernant la reprise des activités économiques, hier, lors de l'annonce sur l'éducation, c'était très clair que c'est une reprise volontaire. Donc, seulement les parents qui voulaient envoyer leurs enfants devaient le faire. En ce qui concerne la reprise économique, est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'un employé, par exemple, qui dit « Moi, je suis inquiet pour ma santé, j'aime mieux rester à la maison, toucher peut-être une prestation fédérale », est-ce que cette personne-là est obligée d'aller travailler? Est-ce que son employeur peut prendre des recours ou est-ce que tout ça se fait sur une base volontaire? Puis concernant la prestation fédérale, est-ce que vous craignez, puisqu'il y a eu des critiques là, sur ce volet-là ces dernières semaines, est-ce que vous craignez que ça puisse décourager certaines personnes de reprendre le travail? Bien, premièrement, je répondrais il y a des juridictions, l'Ontario, par exemple, la France, n'ont jamais fermé le manufacturier. Sauf que c'est fermé pareil. Alors, c'est clair pour moi que, même à l'économie, quand on travaille avec M. Boulay, Santé publique, il fallait trouver un protocole qui rendrait les employés confortables. Et je pense qu'on l'a trouvé. Le guide est très bien fait. Je l'ai regardé. Il y a des entreprises qui l'ont regardé aussi. Alors moi, je pense que quand on va annoncer, dans les prochains jours, quels sont les protocoles, je pense que les employés, en grande partie des cas, vont être confortables de retourner au travail. Et c'est ça qui est la pression importante sur les entreprises. Bon, la question, est-ce que les employés peuvent décider de ne pas y aller, c'est une autre chose. Mais comme on travaille sur une progression, on parle de 50 employés et plus, donc on a une séquence qui permet aux gens de regarder ça. Deuxièmement, on parle du 11 mai, c'est pas demain matin. Donc, toute la question de l'information, la démagogie qu'il faut faire aux gens, je pense qu'on a le temps. Pédagogie, m'excuse. Ce qu'on doit faire, ce que les employés vont faire, on a du temps devant nous. Alors moi, je suis très confortable qu'on va convaincre les employés que
c'est sécuritaire comme endroit de travail. Autre question? Oui, concernant les services, par exemple, professionnels de santé, dentistes, par exemple, optométristes, bon, beaucoup de gens sont préoccupés aussi de services de coiffure. Est-ce que vous avez une séquence, un horizon pour ce type de services qui, dans certains cas, ont quand même un caractère essentiel, là, plus dentistes? En fait, on a une liste complète de tous les services, les produits qui peuvent être offerts et on a décidé, avec Santé publique, de choisir ces 3 secteurs-là. On parle d'à peu près 500 000 personnes, possiblement, qui pourraient retourner au travail sur 1,2 million qui sont en arrêt de travail. Il faut y aller séquentiellement. Et évidemment, on va travailler avec d'autres ministères, la culture, le tourisme, entre autres. On regarde des progressions possibles. Mais à ce moment-ci, on se limite à ces secteurs-là parce que sinon, ça va être trop de monde trop vite dans le système. Puis le Dr. Arruda ne sera pas content. Merci. La prochaine question nous provient de Mylène Crête du journal Le Devoir. On apprend de nouvelles informations sur le coronavirus, là, comme quoi il pourrait causer des caillots qui pourraient se transmettre par les systèmes de ventilation. À la lumière de ces informations-là, comment pouvez-vous assurer aux Québécois que le retour au travail est sécuritaire? Écoutez, il y a plein de choses qui émergent, là, notamment même sur le niveau clinique, etc. Là. Mais ça demeure encore le driver maximum. Je ne pas utiliser le terme driver. Le facteur principal de transmission demeure encore la transmission par gouttelette, et puis etc. Là, je pense qu'il y a des phénomènes plus rares qui peuvent exister, mais je ne crois pas que ce soit significatif pour empêcher, je vous dirais, encore la transmission ou empêcher le refonctionnement des gens là, comme tel par rapport à ça. Très bien. La prochaine question du journal Le Devoir s'adresse aussi à vous, Dr. Arruda. Est-ce que vous avez la moindre réticence par rapport au plan de réouverture des écoles et de l'économie? Si vous en avez, est-ce que vous les diriez à la presse? Bien, ma réticence, c'est de ne pas savoir ce qui va vraiment se passer puis comment ça va se dérouler. Mais je peux vous dire que les consignes ont été clairement établies. Le travail a été fait pour que les ouvertures ne se fassent plus du tout comme antérieurement. Puis on a véritablement, en tout cas, respecté, je vous dirais, là, ce qui est recommandé par tous, même au Canada. Juste parce que les gens ont une interprétation qu'on ne dit pas la même chose. Mais ce qui va être clé, c'est, je vous dirais, la compliance des gens, c'est-à-dire l'observance que les entreprises, les travailleurs vont mettre à l'intérieur de ça, ce que le reste de la population va faire. Puis, vous savez, là, on n'a pas le goût d'être une dictature qui empêche les gens de vivre. Là. C'est absolument pas ça. Je suis moi-même un gars qui a hâte d'ouvrir sa tente roulotte puis d'aller faire du camping à distance de 2 mètres des autres, etc. Là, on a tous besoin de ça en tant qu'individu. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus rester comme ça jusqu'en septembre. À mon avis, on va avoir autant, sinon plus, d'effets pervers en septembre. Puis on a peut-être une accalmie avec la saison d'été qui s'en vient, ce qui va être un élément. Donc, je suis confortable, mais avec le conditionnel que ça va être réévalué à chaque jour. Très bien. Alors, c'est ce qui complète pour les questions en français. So time now for question in English. Séquence de réouverture des secteurs économiques, mesdames et messieurs, après les écoles. Hier, on a donc